On parle de la réponse politique à apporter justement à ces incendies, d'une façon générale, à ces phénomènes de canicule, à toutes ces implications liées au réchauffement climatique. Et je voulais vous demander si vous ne trouvez pas que sur ces sujets particulièrement, Emmanuel Macron est relativement discret. On le voit assez peu. Il fait passer des messages via son entourage. Mais est-ce que vous ne considérez pas, Mathieu Hoc, qu'il devrait mouiller le maillot un peu davantage ? Il y a deux grilles de lecture. La première, c'est de dire, beaucoup de Français peuvent se dire, et probablement à juste titre, le président de la République s'est beaucoup engagé, notamment quand il y a des feux en Amazonie. On se souvient en 2018-2019 de mémoire à ce moment-là. Et il y a des feux, des méga-feux aujourd'hui en Gironde. Pourquoi n'intervient-il pas plus dans le débat public ? Pourquoi ne se saisit-il pas plus de ce sujet-là ? Est-ce qu'il n'est pas plus intéressé par les questions internationales et par la lui fait planète ? souvent. Exactement, que par ce qui se passe en France. Donc voilà, ça c'est une première grille de lecture. L'autre grille de lecture aussi, consisterait à dire qu'Emmanuel Macron, depuis la dissolution de 2024, les Français ont en quelque sorte divorcé avec lui en ne reconduisant pas sa majorité, en lui affligeant une véritable défaite électorale après celle des européennes, et que donc il doit se concentrer, qui a amené du coup la dissolution, et qu'après ces deux défaites-là, il doit se concentrer sur les questions internationales justement, ce qu'il fait d'ailleurs plutôt bien sur un certain nombre de sujets, que ce soit sur les questions liées à l'Ukraine, voire sur la question du régime iranien. Et les Français, d'ailleurs, dans sa cote de popularité augmente. D'ailleurs, c'est ce qu'un article du JDD a montré, en tout cas dans le baromètre que suit le JDD, il est à 28% d'opinion favorable. Peut-être que donc, oui, aujourd'hui, j'aurais tendance plutôt à privilégier la deuxième grille de lecture, c'est-à-dire que le président de la République doit plutôt n'a plus mandat au niveau national, doit se recentrer sur les questions internationales. Et donc, effectivement, ça l'amène à moins commenter l'actualité nationale, notamment les incendies. Emmanuel Macron qui tweet mais qui ne se montre pas. Sébastien Lecornu qui fait des cellules de crise interministérielles. Elliot, est-ce que le haut du pouvoir, le haut de l'exécutif est au rendez-vous de ces incendies XXL ? Évidemment que la question est aussi de savoir dans quelle mesure un certain nombre des dispositifs que l'on a vu se mettre en place à l'heure actuelle étaient déjà prévus et se sont précisément activés comme il le fallait. Et par ailleurs, le haut de l'exécutif, certes, n'est pas dans une surcommunication sur le sujet. Je pense d'ailleurs qu'on ne les y attendrait pas. En revanche, on a vu qu'il y a eu des décisions concrètes qui ont été prises dans ces cellules de crise interministérielles, notamment la possibilité de mobiliser l'armée. Alors évidemment, là aussi, c'est quelque chose qui est plus ou moins prévu lorsque soudainement il y a une prise en charge massive de civils qu'il faut faire et que les pouvoirs réguliers sont plus ou moins débordés par la situation, et au vu du nombre de personnes qui ont été déplacées, évidemment qu'ils le sont. L'armée peut être mobilisée, mais il faut tout de même qu'il y ait une décision politique qui vienne acter la chose, et c'est précisément ce qui a été fait. Donc peut-être qu'il n'y a en effet pas énormément de communication. En même temps, au vu des déboires de la communication de la canicule de 2003, on peut se dire que ce n'est peut-être pas si mal que précisément le pouvoir politique montre qu'il est davantage dans l'action que dans la communication. Mais il reste vrai que là, on voit que d'un point de vue rhétorique, il y a certaines retenues que l'on n'avait pas toujours vues. Et d'ailleurs, ce qui était intéressant dans le parallèle que Mathieu faisait avec les feux en Amazonie en 2018, c'est qu'à l'époque, Emmanuel Macron avait plus ou moins fait de la chose une question nationale, puisqu'il arguait de la proximité de la Guyane française et disait donc qu'on était très directement concerné par la chose. Et par ailleurs, ça lui permettait d'alimenter son antagonisme à l'époque avec Donald Trump, nouvellement élu aux États-Unis, puisque c'était à ce moment-là qu'Emmanuel Macron avait sorti son fameux slogan Make Planet Great Again, en réponse au slogan évidemment de Donald Trump sur rendre grandeur à l'Amérique. Et donc là, Emmanuel Macron disait rendre grandeur à la planète. On voit que peut-être aussi qu'il essaye de dépolitiser autant que possible ce qui se passe à l'heure actuelle, précisément pour que les oppositions ne puissent pas véritablement dire « Ouh là là, mais regardez cette intervention d'Emmanuel Macron, il oublie complètement ce qu'il nous avait promis il y a quelques années ». Et on voit que finalement aujourd'hui, c'est précisément le fruit de son inaction que l'on est en train de récolter. Vous parlez des oppositions, Elliot. Les oppositions, elles ne parlent pas beaucoup non plus, alors même qu'on est en pleine campagne présidentielle. Je m'attendrais à ce qu'elles profitent peut-être de cet argument, de ces sujets, pour savoir ce qu'ils ont à proposer, pour contester ce que fait le gouvernement. Mais là aussi, c'est silence radio ou presque, Mathieu. La difficulté qu'ont la plupart des partis politiques, d'ailleurs y compris les écologistes, ce qui paraît être un comble, c'est qu'en fait la plupart des partis politiques français n'ont pas de doctrine, une véritable doctrine sur les questions environnementales.
on a des sorties ici et là de personnalités politiques, mais Pas vraiment des personnalités de premier plan. oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est très compliqué de vous dire quelle est la ligne du Rassemblement national, la ligne de LR, la ligne du Parti socialiste, la ligne de Renaissance ou la ligne des écologistes ou même de LFI, peut-être LFI un peu plus, sur les questions environnementales. Peut-être qu'ils en ont pas. Et voilà, moi je pense que c'est simplement qu'ils n'en ont pas. Et donc, en fait, n'ayant pas de choses à dire de plus que ce que peut faire Sébastien Lecornu à Matignon, eh bien, les oppositions restent dans le commentaire, un peu comme nous, on pourrait le faire. Des candidats à la présidentielle, Elliott, qui sont sonnés, pris de court sur ce sujet qu'ils n'avaient peut-être pas préparé ou sur lesquels ils n'ont rien de très concret à proposer, rien d'autre que ce que dit le gouvernement. Alors finalement, il s'est quand même passé une chose, puisque tant le RN que LFI ont reproché au gouvernement Attal notamment d'avoir annulé, vous savez, en 2024... Les Canadair. Exactement, la commande de 2 Canadair, qui d'ailleurs finalement ont été tout de même commandés, mais auprès d'un fonds européen 5 mois plus tard. Donc on peut se dire que la chose a été plus ou moins annulée. Mais on a l'impression qu'il a perdu des points. Gabriel Attal, sur ce coup-là, ça a été un peu le boomerang. Complètement. Il a pris sur la tête tout le bilan des 10 ans d'Emmanuel Macron pour ces 2 Canadair. Mais c'est toujours la difficulté quand on a été Premier ministre, quand on a été aux responsabilités aussi proches d'une nouvelle échéance électorale au cours de laquelle on a des ambitions, on est forcément très directement rendu comme comptable du bilan en cours. Et c'est en effet ce que Gabriel Attal est en train de subir. On voit aussi que pour les oppositions, il s'est agi de mettre le gouvernement face à un certain nombre de ces contradictions, parce que finalement, ces derniers premiers ministres nous ont tous expliqué qu'il fallait davantage d'hygiène budgétaire, j'allais dire. Or, on voit également que dans un certain nombre d'investissements, on peut très directement se demander si les choix, si les décisions, les tranchements, les privilèges budgétaires que l'on a décidé d'attribuer à un certain nombre de domaines ont véritablement été ceux qu'il fallait privilégier ensuite. Et c'est donc évidemment quelque chose de finalement assez politique, parce qu'on voit parfois que les décisions politiques que l'on fait peuvent avoir un effet très direct sur ce qui se passe. Et juste d'un mot encore pour éventuellement comprendre la timidité de la réaction des oppositions à l'heure actuelle, on voit d'abord que c'est un sujet sur lequel il est tout de même de mauvais ton d'avoir une polémique très directe, parce que ça affecte assez profondément la vie d'un certain nombre de Français qui n'auraient pas forcément envie de voir une confiscation. Il n'y a que des coups à prendre, quoi, en gros. Exactement. Et deuxième élément tout de même, ça c'est très français, mais il ne faut pas négliger que l'on est à l'approche du mois d'août et que les partis politiques observent toujours en août, et le gouvernement également, puisque en théorie le dernier conseil de ministres devait avoir lieu avant l'été, la semaine prochaine. Je ne sais pas s'il y aura peut-être d'autres réunions qui seront finalement maintenues au vu de la situation, mais quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'en France on voit toujours qu'il y a une accalmie totale des choses tant politiques que médiatiques de mi-juillet jusqu'à la fin du mois d'août. C'est quelque chose qui n'arrive pas dans les autres pays, mais en France, c'est quelque chose qui est vrai. Même les chaînes info sont en mode dégradé à l'heure actuelle. Alors elles arrivent évidemment, et on le voit sur toutes les chaînes info, notamment CNews, qu'il y a une couverture assez impressionnante de ce qui est en train de se passer, malgré le fait qu'on est au milieu de l'été. Mais tout de même, les journalistes, les responsables politiques, les conseillers en communication des responsables politiques, pour la plupart, sont en vacances en été. Peut-être pour préparer la séquence présidentielle qui s'annonce, qui va être particulièrement dense et musclée dans les prochains mois.